Manon poussa la porte de l'appartement avec l'épaule, en jonglant entre son sac à main et les courses qu'elle avait faites en rentrant du travail. Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas dans l'atmosphère de ce salon, qu'elle connaissait par cœur, mais qui lui sembla soudain étrangement silencieux et lourd. Lucas était assis sur le canapé dans une posture rigide, qu'elle ne lui connaissait pas, le dos droit et les mains posées sur ses genoux, comme s'il se préparait à annoncer quelque chose d'important. Il ne leva même pas les yeux vers elle quand elle entra, alors qu'habituellement il l'accueillait toujours avec un sourire fatigué et un baiser distrait sur le front. Elle déposa les sacs sur le comptoir de la cuisine ouverte et retira sa veste en observant son mari du coin de l'œil. Elle cherchait à déchiffrer cette tension inhabituelle qui flottait dans l'air, comme une menace invisible, et elle sentit son estomac se nouer légèrement, sans vraiment comprendre pourquoi. Après 3 ans de mariage, elle avait développé une sorte d'instinct qui lui permettait de sentir quand Lucas avait parlé à ses parents. « Mes parents arrivent la semaine prochaine », lâcha-t-il enfin sans préambule et sans la regarder. Il fixait un point invisible sur le mur en face de lui. « Ils emménagent ici. Débrouille-toi pour arranger la chambre d'amis. » Le sang de Manon se glaça dans ses veines. Elle resta immobile pendant plusieurs secondes en essayant de traiter l'information qu'elle venait de recevoir, comme si son cerveau refusait d'accepter la réalité de ces mots prononcés avec une froideur qui lui sembla plus blessante que les mots eux-mêmes. « Pardon ?» murmura-t-elle en s'approchant lentement du salon. Ses jambes tremblaient légèrement sous elle. Lucas soupira comme si elle venait de poser une question stupide. Finalement, il daigna tourner son regard vers elle, un regard vide d'émotion qui la transperça plus sûrement qu'un couteau. « Tu m'as très bien entendu, Manon, » répondit-il d'une voix plate. « Mes parents ont vendu leur maison et ils viennent habiter avec nous. C'est décidé. » Elle sentit quelque chose se briser en elle à cet instant précis. Quelque chose de fragile qu'elle avait soigneusement préservé pendant toutes ces années en se répétant que Lucas finirait par changer, qu'il apprendrait à se détacher de l'emprise de ses parents, qu'un jour il la choisirait elle plutôt qu'eux. « C'est décidé ?» répéta-t-elle lentement en articulant chaque syllabe. « C'est décidé par qui exactement, Lucas ?» Il eut le culot de paraître surpris par sa question. Comme s'il ne comprenait pas où était le problème dans le fait qu'il venait de bouleverser leur vie entière sans même lui demander son avis. « Par mes parents, évidemment, » répondit-il en haussant les épaules. « Ils ont besoin de nous, Manon. Je ne peux pas les abandonner. Tu comprends ça, non ?» Les jours qui suivirent l'annonce furent un tourbillon de préparatifs que Manon effectua dans un état second. Elle vida la chambre d'amis qui devait devenir son bureau. Cette pièce qu'elle avait commencé à aménager avec tant d'espoir et de projets personnels, rangeant ses affaires dans des cartons qu'elle entassa au fond du placard de leur chambre, comme si elle effaçait une partie d'elle-même pour faire de la place à ces gens qui allaient envahir son espace et sa vie. Lucas ne l'aida pas une seule seconde pendant cette semaine de préparation. Il se contentait de passer des coups de fil interminables à sa mère pour s'assurer que tout serait parfait pour leur arrivée, et chaque conversation qu'elle surprenait était un nouveau coup de poignard dans son cœur déjà meurtri par le sentiment d'être devenu invisible dans son propre mariage. Le jour de l'arrivée, Manon se força à sourire et à jouer le rôle de la belle-fille parfaite, même si tout en elle hurlait de rage et d'injustice. Elle ouvrit la porte à Geneviève et Bernard, qui entrèrent comme s'ils prenaient possession d'un territoire conquis, suivis d'un camion de déménagement rempli de 20 cartons énormes et de meubles massifs qui n'avaient absolument rien à faire dans un appartement de cette taille. Geneviève passa devant elle sans même un bonjour et commença immédiatement son inspection des lieux. Son regard critique scrutait chaque recoin, chaque choix de décoration, chaque détail de cet appartement que Manon et Lucas avaient acheté ensemble, mais qui avait en réalité été choisi par Geneviève lors d'une visite où elle avait imposé ses goûts et ses exigences, sans tenir compte de ce que sa belle-fille pouvait désirer. « C'est plus petit que dans mon souvenir », déclara Geneviève en fronçant le nez d'un air désapprobateur. « Et ces couleurs, Manon, vraiment, c'est beaucoup trop sombre pour un salon. Il faudra repeindre tout ça. » Manon sentit ses ongles s'enfoncer dans ses paumes tant elle serrait les poings pour ne pas répondre quelque chose qu'elle regretterait. Elle se contenta d'acquiescer en silence, pendant que Bernard passait devant elle, sans un regard, et se dirigeait directement vers le grand fauteuil du salon. Ce fauteuil que Manon avait acheté avec son premier salaire et qu'elle adorait parce qu'elle s'y installait le soir, pour lire ou simplement réfléchir. « Bon fauteuil », commenta Bernard
en s'y laissant tomber avec un soupir de satisfaction. « Ce sera le mien maintenant. » Ces quelques mots prononcés avec une telle désinvolture résonnèrent dans la tête de Manon comme une déclaration de guerre. Elle comprit à cet instant précis que rien dans cette maison ne lui appartiendrait plus vraiment, que chaque espace allait être envahi et redéfini selon les désirs et les caprices de ces deux personnes qui se comportaient comme si elles n'étaient qu'une domestique chargée de faciliter leur confort. Les semaines qui suivirent ne firent que confirmer cette horrible réalité. Geneviève prit l'habitude de réorganiser la cuisine selon sa propre logique, en critiquant chaque rangement que Manon avait fait. Elle lui expliquait avec condescendance que Lucas méritait mieux que ces plats fades qu'elle préparait et qu'une vraie femme savait comment nourrir correctement son mari. Chaque soir, Lucas rentrait du travail et s'installait au salon avec ses parents pour discuter pendant des heures de sujets dont Manon était systématiquement exclue. Quand elle tentait de se joindre à la conversation, Geneviève la regardait avec un sourire glacial et changeait immédiatement de sujet pour parler de choses que seule leur petite famille comprenait. Des souvenirs d'enfance de Lucas ou des anecdotes sur des gens que Manon ne connaissait pas. Un soir, alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour préparer le dîner, Manon s'arrêta net en entendant la voix de Geneviève qui provenait du salon et qui ne prenait même pas la peine de baisser le ton. « Elle n'est pas assez bien pour toi, mon chéri », disait-elle avec cette douceur empoisonnée qu'elle réservait à son fils. « Nous l'avons toujours su, mais tu es trop gentil pour le voir. Tu mérites une femme qui soit à ta hauteur, pas cette petite chose fade qui ne sait même pas tenir une maison correctement. » Manon attendit, le souffle coupé, espérant entendre Lucas la défendre. Dire quelque chose, n'importe quoi qui prouverait qu'il l'aimait encore et qu'il ne partageait pas cette opinion cruelle. Mais le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle parole. Les semaines s'écoulèrent dans une atmosphère de plus en plus étouffante, où Manon sentait sa personnalité s'effacer un peu plus chaque jour, sous le poids de la présence envahissante de ses beaux-parents. Geneviève avait pris le contrôle total de la cuisine et critiquait systématiquement chaque plat que Manon préparait. Bernard monopolisait la télévision et imposait ses horaires à toute la maisonnée. Lucas ne disait rien, ne voyait rien, ou pire encore, ne voulait rien voir de la souffrance silencieuse de sa femme. Ce matin-là, Manon se leva plus tôt que d'habitude et prit une décision. Elle ne pouvait plus continuer à vivre dans cette prison dorée où elle n'était qu'une ombre parmi les ombres. Elle glissa sa main dans son sac et caressa l'enveloppe Kraft qu'elle gardait précieusement depuis 6 mois. Cette enveloppe qui contenait la vérité. Toute la vérité sur ces gens qui se comportaient comme des saints, alors qu'ils n'étaient que des menteurs et des manipulateurs. Le petit déjeuner familial se déroula comme tous les autres matins dans une fausse harmonie, qui donnait la nausée à Manon. Geneviève présidait la table comme une reine dans son royaume. Elle servait le café à son fils avec des gestes maternels exagérés, tout en lançant des regards méprisants vers Manon, qui grignotait son toast en silence. « Une femme devrait savoir préparer un vrai petit déjeuner pour son mari », commenta Geneviève avec ce ton doucereux qui cachait mal son venin. « Mon pauvre Lucas, tu dois te contenter de si peu depuis que tu as épousé cette fille. » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Manon posa calmement sa tasse sur la table et plongea la main dans son sac posé à ses pieds. Le silence se fit immédiatement autour de la table. Même Bernard leva les yeux de son journal pour observer la scène avec curiosité. Elle sortit l'enveloppe Kraft et la posa au centre de la table avec une lenteur calculée. Ses mains ne tremblèrent pas. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait parfaitement calme et maîtresse de la situation. « Lucas, dit-elle d'une voix douce mais ferme, avant que tes parents ne s'installent définitivement dans nos vies, je pense que tu devrais lire ça. » Lucas fronça les sourcils et regarda l'enveloppe comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser. Il hésita quelques secondes avant de tendre la main pour la saisir. « C'est quoi ?» demanda-t-il avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Lys, » répondit simplement Manon. « Tu comprendras. » Geneviève se redressa sur sa chaise et tenta de voir ce que contenait l'enveloppe. Son visage habituellement serein commençait à montrer des signes de nervosité. Bernard posa son journal et fixa Manon avec une intensité qui aurait pu l'intimider quelques semaines plus tôt, mais plus maintenant. Lucas ouvrit l'enveloppe avec des gestes lents. Il en sortit plusieurs documents officiels qu'il commença à parcourir en silence. Manon observait son visage avec attention et vit le moment exact où il comprit. Ses joues, qui étaient roses quelques secondes auparavant, devinrent blanches comme de la craie. Ses mains se mirent à trembler violemment.
Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en lisant ligne après ligne. « C'est impossible, murmura-t-il d'une voix étranglée. Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est ?» aboya Bernard en se levant brusquement. « Qu'est-ce que tu lui as donné ?» Mais Lucas ne répondait plus. Il continuait à feuilleter les documents avec des gestes saccadés. Un rapport d'enquête privé que Manon avait commandé 6 mois plus tôt quand ses doutes sur ses beaux-parents avaient commencé à prendre forme. Un rapport détaillé qui révélait que Bernard et Geneviève n'avaient pas vendu leur maison pour profiter de leur retraite comme ils l'avaient prétendu. Leur propriété avait été saisie par les huissiers à cause de dettes de jeu monumentales accumulées par Bernard au cours des 5 dernières années. Mais ce n'était pas tout. Le rapport révélait quelque chose de bien plus grave encore. L'héritage que Lucas devait recevoir de sa grand-mère décédée 3 ans auparavant, un héritage de plus de 200 000 €, avait été détourné par ses propres parents pour couvrir leurs dettes. Ils avaient falsifié des documents. Ils avaient menti à leur fils. Ils avaient volé son argent. « Maman ?» dit Lucas d'une voix brisée en levant enfin les yeux vers Geneviève. « Papa ? Dites-moi que ce n'est pas vrai. Dites-moi qu'elle ment. » Geneviève ouvrit la bouche puis la referma. Pour la première fois depuis que Manon la connaissait, elle semblait avoir perdu sa superbe. Ses mains tremblaient légèrement et elle évitait le regard de son fils. « Mon chéri », commença-t-elle d'une voix mal assurée. « Tu ne comprends pas, nous avons fait ça pour te protéger. »« C'était... pour me protéger ?» hurla Lucas en se levant d'un bond. « Vous avez volé mon héritage, l'argent de grand-mère, et vous m'avez menti pendant 3 ans. » Bernard frappa du poing sur la table. Son visage était devenu rouge de colère, et il pointa un doigt accusateur vers Manon. « C'est elle, » cracha-t-il avec haine. « C'est cette petite garce qui a fouillé dans nos affaires. Elle essaie de te monter contre nous, Lucas. » Mais Lucas ne l'écoutait plus. Il fixait ses parents comme s'il les voyait pour la première fois de sa vie. Comme si tous les mensonges, toutes les manipulations, toutes les années de contrôle venaient de s'effondrer d'un seul coup. Les jours qui suivirent le départ violent de Bernard et Geneviève furent les plus difficiles que Manon ait jamais vécus. L'appartement était devenu un champ de bataille silencieux où chaque regard, chaque geste, chaque mot non dit pesait comme une accusation. Lucas n'était plus que l'ombre de lui-même. Il passait des heures enfermé dans la chambre d'amis désormais vide, fixant les murs avec des yeux rouges et gonflés par les larmes, refusant de manger et de parler, en deuil d'une famille qui n'avait jamais vraiment existé. Manon essayait de l'approcher, mais chaque tentative se heurtait à un mur de glace. Un soir, elle entra doucement dans la pièce avec un plateau de nourriture et le posa sur la petite table près de la fenêtre. Lucas ne tourna même pas la tête vers elle. « Tu devrais manger quelque chose », dit-elle doucement. Le silence s'étira pendant de longues secondes insupportables. Puis finalement il parla d'une voix rauque, qu'elle reconnaissait à peine. « Pourquoi tu as fait ça ?» demanda-t-il sans la regarder. « Pourquoi tu ne m'as pas parlé d'abord ?» Manon sentit sa gorge se serrer. Elle s'était préparée à cette question, mais maintenant qu'elle y faisait face, les mots semblaient coincés quelque part entre son cœur et ses lèvres. « Parce que tu ne m'aurais pas cru », répondit-elle finalement, en s'asseyant sur le bord du lit. « Parce que tu choisis toujours leur version plutôt que la mienne. Parce que j'en avais assez d'être invisible dans mon propre mariage. » Lucas tourna enfin son visage vers elle, et ce qu'elle vit dans ses yeux lui brisa le cœur. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était aussi de la colère, du ressentiment, de la confusion. Il était perdu entre 2 loyautés qui le déchirèrent de l'intérieur. « Ils sont ma famille, Manon, » dit-il d'une voix tremblante. « Peu importe ce qu'ils ont fait, ce sont mes parents. Tu as détruit ma famille. »« Non, Lucas, » répondit-elle en sentant les larmes monter malgré elle. « Eux ont détruit ta famille en te mentant pendant des années. Moi, j'ai juste révélé la vérité. Il y a une différence. » Il secoua la tête comme s'il refusait d'accepter cette logique. Il se leva brusquement et marcha jusqu'à la fenêtre, tournant le dos à Manon qui restait assise sur le lit, les mains tremblantes et le cœur en miettes. « Je ne sais plus qui tu es, » dit-il après un long silence. « La femme que j'ai épousée n'aurait jamais fait ça. Elle n'aurait jamais été aussi calculatrice, aussi froide. » Ces mots firent l'effet d'une gifle. Manon se leva à son tour, sentant une rage sourde monter en elle malgré la douleur. « La femme que tu as épousée s'est effacée petit à petit pour te faire plaisir, » répliqua-t-elle d'une voix plus forte.
Elle a accepté que ta mère choisisse notre appartement. Elle a renoncé à ses vacances pour aller voir tes parents chaque été. Elle a souri en silence pendant que ta famille la traitait comme une domestique. Et tu sais quoi, Lucas? Cette femme est morte le jour où tu m'as annoncé que tes parents emménageaient ici sans même me demander mon avis. Lucas se retourna vers elle, le visage défait, et pour la première fois depuis des jours, elle vit autre chose que de la colère dans ses yeux. Elle vit de la culpabilité, du regret, peut-être même de la compréhension. « Je ne sais pas comment réparer ça », murmura-t-il. « Je ne sais pas qui je suis sans eux. Toute ma vie, j'ai cherché leur approbation, fait ce qu'ils attendèrent de moi. Et maintenant, je découvre que tout était basé sur des mensonges. » Manon s'approcha de lui lentement et posa une main hésitante sur son bras. Il ne se déroba pas, mais il ne répondit pas non plus à son geste. « Alors apprends qui tu es vraiment, » dit-elle doucement. « Mais ne me demande pas de regretter d'avoir dit la vérité. Je ne le ferai pas. » Cette nuit-là, Lucas fit sa valise et partit chez un ami pour quelques jours. Il avait besoin de réfléchir, de prendre du recul, de comprendre qui il était vraiment sans l'influence toxique de ses parents. Manon resta seule dans l'appartement trop grand et trop silencieux, pleurant des larmes qu'elle retenait depuis des semaines. Elle s'était battue pour sa dignité et elle avait gagné. Mais le prix à payer était peut-être son mariage. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu s'afficha sur l'écran. « Tu crois avoir gagné ? Tu ne sais rien de ce dont ils sont capables. Fais attention à toi. » Le sang de Manon se glaça dans ses veines. Le message anonyme hanta Manon pendant des jours. Elle le relisait sans cesse en essayant de deviner qui pouvait l'avoir envoyé, et surtout ce qu'il signifiait vraiment. Bernard et Geneviève étaient-ils plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé? Avaient-ils des secrets encore plus sombres à cacher? Ces questions tournaient en boucle dans sa tête et l'empêchèrent de dormir, la laissant épuisée et nerveuse, au point de sursauter au moindre bruit dans l'appartement désormais vide. Elle prit finalement la décision de rappeler l'enquêteur privé qui l'avait aidée pour le premier rapport. Monsieur Leroux était un homme d'une 50aine d'années, au regard perçant et à la voix grave qui inspirait confiance. Quand elle lui expliqua la situation au téléphone, il y eut un long silence avant qu'il ne réponde. « Madame, je vais être honnête avec vous. Ces gens-là ont des relations et ils ne vont pas apprécier que vous continuiez à fouiller dans leur passé. Êtes-vous sûr de vouloir aller plus loin ?» Manon serra le téléphone contre son oreille en regardant par la fenêtre le ciel gris de Paris qui semblait refléter l'état de son âme. « J'en suis sûre, » répondit-elle avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. « Si quelqu'un me menace, c'est qu'il y a encore des choses à découvrir. Je veux savoir à qui j'ai vraiment affaire. » Monsieur Leroux accepta à contre-cœur et promit de la rappeler dès qu'il aurait des informations. En attendant, Manon essayait de reprendre le cours de sa vie, mais tout semblait avoir perdu sa saveur et son sens. Elle allait au travail comme un automate, souriait quand il le fallait, répondait aux questions de ses collègues sur Lucas en mentant et en disant que tout allait bien alors que son mariage était peut-être en train de se désintégrer. Une semaine plus tard, Monsieur Leroux la rappela et lui demanda de venir à son bureau pour discuter de ce qu'il avait découvert. Manon s'y rendit le cœur battant, ne sachant pas vraiment si elle voulait entendre ce qu'il avait à lui dire. Le bureau était petit et encombré de dossiers empilés sur chaque surface disponible, mais l'enquêteur l'accueillit avec un café et un regard grave qui ne présageait rien de bon. « J'ai creusé dans le passé de Bernard Moreau », commença-t-il en ouvrant un dossier épais devant lui. « Ce que vous m'aviez demandé de vérifier n'était que la pointe de l'iceberg. Cet homme n'est pas simplement un joueur compulsif, c'est quelqu'un qui a trempé dans des affaires extrêmement louches pendant des années. » Il fit glisser plusieurs documents vers Manon qui les parcourut avec des yeux de plus en plus écarquillés. Des preuves de détournement de fonds dans l'entreprise où Bernard avait travaillé avant sa retraite anticipée. Des relevés bancaires montrant des transferts suspects vers des comptes offshore. Des contrats de prêts non remboursés auprès de personnes dont les noms étaient associés à des activités criminelles dans les bases de données policières. « Mon Dieu !» murmura Manon en portant une main à sa bouche. « Lucas ne sait rien de tout ça ?» « J'en doute fortement, » répondit Monsieur Leroux. Geneviève Moreau a passé des années à construire une façade de respectabilité pour couvrir les crimes de son mari. Elle a manipulé leur fils depuis l'enfance pour en faire le parfait fils modèle qui pourrait un jour les sortir de leurs problèmes financiers. Tout était calculé, madame. Absolument tout. Manon sentit la nausée monter en elle. Pendant ce temps,
Lucas menait sa propre enquête de son côté. Installé chez son ami Marc depuis plusieurs jours, il avait commencé à fouiller dans les cartons que ses parents avaient laissés dans l'appartement avant leur départ précipité. Il cherchait des réponses, des explications, quelque chose qui pourrait donner un sens à ce chaos qui avait explosé sa vie. Ce qu'il trouva dépassa ses pires cauchemars. Des lettres échangées entre sa mère et son père, où ils discutaient froidement de la meilleure façon d'utiliser leur fils pour redresser leurs finances. Des relevés bancaires falsifiés datant de plusieurs années. Des photos de lui enfant avec des annotations troublantes dans l'écriture de Geneviève, en marge comme « Notre avenir » ou « Il nous sauvera » ou encore plus glaçant « Il nous doit tout. Nous lui avons donné la vie. » Lucas s'effondra sur le sol de la chambre d'amis de Marc en tenant ses documents entre ses mains tremblantes. Toute sa vie n'avait été qu'une manipulation à long terme. Chaque « Je suis fier de toi » était conditionné à sa performance. Chaque « Nous t'aimons » cachait un calcul froid. Il n'avait jamais été leur fils. Il avait été leur investissement. Marc le trouva ainsi quelques heures plus tard, assis par terre au milieu des papiers éparpillés, le visage ravagé par les larmes et le regard vide. Il l'aida à se relever et lui tendit un verre d'eau que Lucas but mécaniquement sans vraiment le sentir passer. « Je dois retourner voir Manon », dit finalement Lucas d'une voix cassée. Elle avait raison depuis le début, et moi je l'ai accusée d'avoir détruit ma famille. Mais c'est moi qui ai été aveugle. C'est moi qui ai refusé de voir la vérité. Il rentra à l'appartement ce soir-là, avec le vieux journal intime de sa mère, qu'il avait trouvé au fond d'un carton. Il trouva Manon assise sur le canapé dans le noir, perdue dans ses pensées. Elle sursauta quand elle l'entendit entrer et se leva d'un bond, le cœur battant. Ils se regardèrent pendant un long moment sans dire un mot. Puis Lucas tendit le journal vers elle avec un geste las. « Page 47, dit-il d'une voix brisée. Lis-la et dis-moi si tu crois encore qu'on peut sauver quelque chose. » Manon prit le journal intime avec des mains tremblantes et l'ouvrit à la page 47 que Lucas lui avait indiquée. Ses yeux parcoururent les lignes écrites de l'écriture soignée de Geneviève, et ce qu'elle lut lui glaça le sang dans les veines. La page détaillait avec une précision chirurgicale le profil de la future épouse idéale pour Lucas, une femme malléable et sans famille influente, qui serait facile à contrôler et à manipuler pour servir leurs intérêts à long terme. La description correspondait trait pour trait à Manon, orpheline élevée par une tante qui était décédée 2 ans avant son mariage, sans fortune personnelle ni réseau familial susceptible de poser des questions embarrassantes, douce et discrète de nature, le genre de femme qui ne ferait pas de vagues et qui accepterait docilement les décisions de sa belle famille. Geneviève avait même noté les endroits que Lucas devrait fréquenter pour croiser ce type de femme. Et parmi ces lieux figurait exactement le club de lecture où Manon et Lucas s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt. « Donc notre rencontre », murmura Manon en levant les yeux du journal, le visage blême. Ce n'était même pas un hasard. Tout était planifié depuis le début. Lucas s'effondra sur le canapé et enfouit son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient, et Manon comprit qu'il pleurait silencieusement, submergé par le poids de toutes ces révélations qui détruisaient les fondations mêmes de sa vie. « Je ne sais pas », répondit-il d'une voix étouffée. « Ils ont peut-être orienté notre rencontre, mais ce que j'ai ressenti pour toi ce soir-là au club de lecture, ça c'était réel. Quand tu as parlé de ce livre avec tant de passion, quand tu as ri à ma blague stupide sur l'auteur, quand nos regards se sont croisés, j'ai su que je voulais te connaître. Ça, Manon, mes parents ne peuvent pas l'avoir inventé. C'était à moi, c'était nous. » Manon sentit les larmes couler sur ses joues, et elle s'assit à côté de Lucas sur le canapé. Pour la première fois depuis des semaines, elle posa doucement sa main sur la sienne, et il ne la retira pas. Au contraire, il entrelaça ses doigts aux siens, comme un naufragé, s'accrochant à une bouée de sauvetage. Comment peut-on reconstruire quelque chose sur des fondations aussi pourries ? Demanda-t-elle d'une voix cassée. Comment peut-on faire confiance à ce qui nous est arrivé quand tout autour était manipulation ? Lucas tourna enfin son visage vers elle, et dans ses yeux rougis par les larmes, elle vit une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. Il n'était plus le mari distant et soumis à ses parents. Il était juste un homme brisé qui essayait de comprendre qui il était vraiment, en dehors de l'emprise toxique dans laquelle il avait grandi. « Je ne sais pas comment on fait », avoua-t-il.
Mais je sais que je ne veux pas te perdre. J'ai été lâche, Manon. J'ai eu peur de décevoir mes parents, peur de ne pas être à la hauteur de leurs attentes, peur de tracer ma propre voie. Et dans cette peur, je t'ai mise de côté. Je t'ai rendue invisible, alors que tu étais la seule personne dans ma vie qui m'aimait vraiment pour ce que je suis, et non pour ce que je peux apporter. Manon ferma les yeux et laissa les larmes couler librement. Toute la douleur accumulée pendant ces 3 années de mariage remontait à la surface. La solitude qu'elle avait ressentie à chaque fois que Lucas choisissait ses parents plutôt qu'elle. L'humiliation de se voir constamment critiquée et rabaissée sans qu'il ne prenne sa défense. La peur d'être abandonnée comme elle l'avait été enfant quand ses parents étaient morts dans cet accident de voiture qui avait brisé sa vie. « Je me suis sentie si seule, Lucas, » murmura-t-elle. « Même quand tu étais là à côté de moi, j'étais seule. Et j'ai eu tellement peur de revivre cet abandon que j'ai accepté des choses inacceptables, juste pour te garder. » Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, assis côte à côte sur ce canapé qui avait été témoin de tant de moments de leur vie commune, se tenant la main et pleurant ensemble sur les ruines de ce qu'ils avaient cru être leur histoire d'amour. Puis Lucas se tourna vers elle et prit son visage entre ses mains avec une douceur infinie. « Je te promets quelque chose, Manon, » dit-il d'une voix tremblante mais déterminée. « Je coupe les ponts avec mes parents jusqu'à ce qu'ils assument leurs actes et qu'ils me remboursent cet héritage. Et surtout, je te promets que plus jamais je ne te mettrai de côté. Plus jamais tu ne seras invisible dans notre mariage. » Manon voulait croire à ses promesses de tout son cœur meurtri. Elle voulait croire qu'il pouvait se reconstruire quelque chose de sain sur les cendres de ce mensonge. Mais au moment où elle allait répondre, la sonnette de l'appartement retentit avec insistance. Lucas fronça les sourcils et alla ouvrir. Un huissier se tenait sur le seuil avec une enveloppe officielle. « Monsieur Lucas Moreau ?» demanda l'homme. « J'ai un document à vous remettre. » Lucas prit l'enveloppe et la décacheta pendant que l'huissier repartait. Son visage devint livide en lisant le contenu. Il tendit le papier à Manon d'une main tremblante. C'était une plainte en diffamation déposée par Bernard et Geneviève Moreau contre leur belle-fille, pour atteinte à leur réputation et manipulation de leur fils. La plainte en diffamation transforma la vie de Manon en un cauchemar éveillé, dont elle ne pouvait pas s'échapper. Bernard et Geneviève avaient engagé un avocat réputé qui construisait méthodiquement un dossier présentant Manon comme une femme manipulatrice et jalouse qui cherchait à détruire une famille aimante par pure méchanceté. Ils prétendaient que le rapport d'enquête était falsifié et que leur belle-fille avait monté leur fils contre eux dans le seul but de mettre la main sur leur patrimoine inexistant. Le pire dans tout cela était la campagne de diffamation qu'ils menaient en parallèle auprès de l'entourage de Lucas. Geneviève appelait les amis de son fils un par un, en pleurant au téléphone et en racontant comment cette femme horrible avait brisé leur famille. Elle contactait les membres éloignés de la famille en insinuant que Manon était instable mentalement et qu'elle manipulait leur pauvre Lucas qui était trop gentil pour voir la vérité. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre et Manon sentait les regards changer autour d'elle. La situation empira quand son patron, un ami de longue date de Bernard, la convoqua dans son bureau avec un air gêné. Il expliqua que dans le contexte actuel, et compte tenu des tensions avec un partenaire important de l'entreprise, il se voyait contraint de se séparer d'elle. Manon comprit immédiatement que Bernard avait fait jouer ses relations pour la faire licencier. Elle quitta le bureau la tête haute, mais une fois dans la rue, elle s'effondra sur un banc et pleura toutes les larmes de son corps. Lucas la trouva ainsi 2 heures plus tard, recroquevillée sur ce banc public, tremblante et épuisée. Il s'assit à côté d'elle et la prit dans ses bras sans dire un mot. Manon se laissa aller contre lui, et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle sentit qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Lucas était là, vraiment là, pas comme l'ombre absente qu'il avait été pendant 3 ans, mais comme un partenaire solide sur qui elle pouvait s'appuyer. « Nous allons gagner », murmura-t-il contre ses cheveux. « Je te le promets, Manon, nous allons gagner et ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. » Ce soir-là, alors que Manon était au bord de la crise de nerfs après des semaines de pression constante, Monsieur Leroux l'appela avec une nouvelle qui changea tout. Il avait réussi à obtenir un enregistrement audio datant de 6 mois, où Bernard admettait clairement à un complice avoir utilisé l'héritage de sa belle-mère pour effacer ses dettes de jeu les plus pressantes. La voix de Bernard était parfaitement reconnaissable
et les détails qu'il donnait correspondaient exactement au montant et aux dates du détournement. « Avec cet enregistrement, » expliqua l'enquêteur d'une voix satisfaite, « non seulement nous pouvons gagner le procès en diffamation, mais nous pouvons également porter plainte pour détournement d'héritage et faux témoignage. C'est une preuve irréfutable, madame. » Manon raccrocha et resta immobile pendant plusieurs secondes, assimilant cette information qui représentait enfin une lueur d'espoir dans ce tunnel sans fin. Elle se tourna vers Lucas, qui l'observait avec anxiété, et lui tendit le téléphone pour qu'il écoute l'enregistrement. Le visage de son mari se décomposa en entendant la voix de son père avouer tranquillement ses crimes, comme s'il parlait de la météo. L'avocat qu'ils avaient engagé étudia l'enregistrement et confirma qu'il s'agissait d'une preuve solide qui renverserait complètement la situation. Mais il y avait une condition pour que cette preuve soit utilisée de manière optimale au tribunal. Il fallait que Lucas accepte de témoigner contre ses parents et de confirmer devant le juge que l'héritage de sa grand-mère lui avait bien été promis et qu'il n'en avait jamais vu la couleur. Lucas regarda l'avocat, puis Manon. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. Témoigner contre ses propres parents, même après tout ce qu'ils avaient de fait, représentait une ligne rouge qu'il n'avait jamais imaginé franchir. Mais en croisant le regard de Manon, ce regard rempli d'espoir et d'amour malgré toute la souffrance qu'elle avait endurée, il sut ce qu'il devait faire. « Je témoignerai », dit-il d'une voix ferme. « Je dirai la vérité, toute la vérité. » Le jour du procès arriva enfin après des semaines d'attente angoissante qui avaient semblé durer une éternité. Manon se réveilla ce matin-là, avec un nœud dans l'estomac et les mains moites, malgré la fraîcheur de l'automne parisien. Elle enfila sa robe noire la plus sobre et attacha ses cheveux en un chignon strict en essayant de calmer les battements désordonnés de son cœur. Lucas était déjà levé, et il faisait les 100 pas dans le salon, pâle comme un linge, répétant mentalement ce qu'il allait dire à la barre. Ils arrivèrent au tribunal 1 heure avant l'audience et s'installèrent dans la salle d'attente froide et impersonnelle, où régnait un silence pesant. De l'autre côté du couloir, Manon aperçut Bernard et Geneviève accompagnés de leur avocat. Ils étaient impeccables dans leurs vêtements de marque et affichaient une attitude de dignité blessée parfaitement calibrée pour impressionner le juge. Geneviève portait même un mouchoir à ses yeux, comme si elle était au bord des larmes. Quand l'audience commença, l'avocat de Bernard et Geneviève prit la parole en premier et dressa le portrait de parents aimants qui avaient tout sacrifié pour leur fils unique et qui se retrouvaient maintenant victimes d'une belle-fille vindicative et manipulatrice. Il parlait avec éloquence et passion, en décrivant la douleur de ces pauvres retraités chassés de chez leur fils par une femme jalouse de leur relation fusionnelle. Manon sentit la rage monter en elle en écoutant ces mensonges débités avec tant d'assurance, mais elle garda son calme et serra les poings sous la table. Leur propre avocat présenta ensuite le rapport d'enquête et les preuves documentaires du détournement d'héritage. Puis vint le moment crucial, celui que tout le monde attendait. Lucas fut appelé à la barre des témoins. Il se leva lentement et marcha vers l'estrade avec des jambes qui semblaient peser des tonnes. Manon le suivit du regard en retenant sa respiration. Elle savait que ce moment allait définir non seulement l'issue du procès, mais aussi l'avenir de leur couple et la possibilité pour Lucas de se libérer enfin de l'emprise toxique de ses parents. Geneviève choisit cet instant pour jouer sa dernière carte. Elle se pencha légèrement en avant et fixa son fils avec des yeux brillants de larmes calculées, en murmurant juste assez fort pour qu'il l'entende malgré la distance. « Mon fils, ne fais pas ça. Ne détruis pas ta famille. Nous t'aimons, Lucas. Tout ce que nous avons fait, c'était pour ton bien. » Lucas vacilla une seconde. Manon vit l'hésitation traverser son visage et elle sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Et si Geneviève réussissait une dernière fois à le manipuler ? Et si 3 décennies de conditionnement prenaient le dessus sur quelques semaines de vérité ? Mais alors Lucas inspira profondément, redressa les épaules et se tourna vers le juge avec un regard déterminé. « Je vais dire la vérité », commença-t-il d'une voix qui tremblait légèrement, mais qui gagnait en assurance à chaque mot. « Toute la vérité sur la façon dont mes parents m'ont manipulé depuis mon enfance. » Pendant plus d'1 heure, Lucas raconta tout. L'emprise psychologique constante, les décisions prises à sa place sous couvert de protection parentale, la pression pour qu'il devienne le fils parfait qui pourrait un jour les sauver financièrement, l'héritage de sa grand-mère qui avait disparu sans explication et dont il n'avait découvert l'existence que 3 ans après la mort de celle-ci.
les mensonges répétés sur leur situation financière. La manipulation de sa rencontre avec Manon pour s'assurer qu'il épouse une femme facile à contrôler. Sa voix se brisa à plusieurs reprises, mais il continua, vidant son cœur de toutes ces années de souffrance silencieuse. Geneviève devint de plus en plus pâle à mesure que son fils parlait. Bernard, rouge de colère, tenta de l'interrompre en criant que tout cela n'était que mensonge, mais le juge le rappela sèchement à l'ordre. Puis l'avocat de Manon fit écouter l'enregistrement où Bernard admettait le détournement d'héritage. Le silence qui suivit dans la salle d'audience fut absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Même l'avocat de Bernard et Geneviève semblait sous le choc, comprenant probablement que ses clients lui avaient menti depuis le début. Le juge annonça qu'il rendrait son verdict dans 2 semaines, après avoir étudié l'ensemble des éléments. En sortant du tribunal, Manon croisa le regard de Geneviève qui avait perdu toute sa superbe. Pour la première fois, la femme qu'il avait tant méprisée semblait petite et vulnérable. Elle s'approcha de Manon et siffla entre ses dents avec une haine à peine contenue. « Tu as gagné », cracha-t-elle. « Mais tu as aussi perdu mon fils. Il ne te pardonnera jamais d'avoir détruit sa famille. » Manon soutint son regard sans ciller et répondit d'une voix calme et posée. « Vous avez détruit votre famille vous-même, madame. Moi, j'ai sauvé mon mariage. 6 mois s'étaient écoulés depuis le verdict qui avait condamné Bernard et Geneviève à rembourser intégralement l'héritage détourné, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts substantiels à Manon pour diffamation. 6 mois pendant lesquels elle et Lucas avaient appris à se redécouvrir loin du poison toxique qui avait empoisonné les premières années de leur mariage. Ils avaient déménagé dans un nouvel appartement plus petit, mais qu'ils avaient choisi ensemble cette fois. Un espace lumineux dans le marais, avec une petite terrasse où Manon cultivait des plantes aromatiques et où Lucas installait son matériel de photographie les week-ends. La thérapie de couple qu'ils suivaient chaque semaine les aidait à démêler les nœuds compliqués de leur relation. Ce n'était pas un chemin facile, et il y avait encore des moments difficiles, où les vieilles blessures refaisaient surface et où les doutes s'immisçaient entre eux comme des ombres persistantes. Lucas devait apprendre à prendre des décisions sans chercher l'approbation de figures d'autorité, et Manon devait accepter de faire confiance à nouveau sans avoir peur d'être abandonnée ou trahie. Mais ils avançaient, un pas après l'autre, main dans la main. Un soir de printemps particulièrement doux, Manon se tenait sur la terrasse et regardait les toits de Paris se teinter de rose sous le soleil couchant. Elle portait une robe légère qui flottait dans la brise tiède et ses cheveux détachés dansaient autour de son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix avec elle-même et avec sa vie. Lucas la rejoignit en silence et s'appuya contre la rambarde à côté d'elle. « Ah, tu regrettes ?» demanda-t-il doucement, en la regardant de profil. Manon prit le temps de réfléchir à cette question qu'il lui posait parfois encore, comme s'il avait besoin d'être rassuré sur le fait qu'elle ne regrettait pas d'avoir tout bouleversé pour défendre sa dignité. Elle tourna son visage vers lui et lui offrit un sourire qui venait du fond de son cœur guéri. « Je regrette la douleur que nous avons dû traverser, » répondit-elle honnêtement. « Je regrette les larmes et les nuits blanches et les moments où j'ai cru que tout était fini entre nous. Mais je ne regrette pas d'avoir dit la vérité et je ne regrette pas d'avoir refusé de continuer à vivre dans le mensonge. Et toi ?» Lucas prit sa main et entrelaça leurs doigts avec une tendresse qui la fit frissonner. Il la tira contre lui et enfouit son visage dans ses cheveux en respirant son parfum familier qui sentait la lavande et le printemps. « Moi non plus, je ne regrette rien, » murmura-t-il. « Cette épreuve m'a détruit, mais elle m'a aussi reconstruit. Pour la première fois de ma vie, je sais qui je suis vraiment et ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi, Manon. C'est nous. C'est cette vie qu'on construit ensemble sans mensonge et sans faux semblants. » Manon avait retrouvé un travail dans une petite maison d'édition indépendante, où son talent était enfin reconnu et valorisé. Elle s'épanouissait dans cet environnement créatif et bienveillant, qui lui permettait d'exprimer toutes les facettes de sa personnalité qu'elle avait dû refouler pendant si longtemps. Elle avait même recommencé à écrire, des nouvelles courtes qu'elle partageait timidement avec Lucas et qui le faisaient sourire avec fierté. Lucas, de son côté, avait quitté son poste dans la banque d'affaires où il s'était toujours senti prisonnier d'une carrière choisie par son père. Il suivait maintenant des cours de photographie professionnelle et commençait à se faire un nom dans le milieu artistique parisien avec ses clichés en noir et blanc qui capturaient l'âme de la ville et de ses habitants. Il était enfin libre d'être lui-même.
Ce soir-là, sur la terrasse, alors que la nuit tombait doucement sur Paris et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel encore clair, Lucas sortit de sa poche une petite boîte qu'il tendit à Manon, avec un sourire un peu nerveux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle surprise. « Ouvre » répondit-il simplement. À l'intérieur se trouvait une alliance simple en or blanc gravée de quelques mots qui firent monter les larmes aux yeux de Manon. Notre véritable début. Lucas prit l'alliance et la passa à son doigt, en remplaçant celle qu'elle portait depuis leur premier mariage. « Je veux recommencer avec toi, Manon, » dit-il d'une voix émue. Pas avec le Lucas manipulé et aveugle que j'étais il y a 3 ans, mais avec l'homme que je suis devenu grâce à toi. Veux-tu m'épouser à nouveau ? Manon éclata en sanglots et se jeta dans ses bras en riant et en pleurant à la fois. Elle murmura oui contre son cou encore et encore pendant qu'il la serrait fort contre lui, comme s'il ne voulait plus jamais la laisser partir. Ils restèrent ainsi enlacés sous les étoiles naissantes, 2 âmes qui avaient traversé l'enfer ensemble et qui en étaient ressorties plus fortes et plus unies que jamais. Le document qui avait tout changé était maintenant rangé dans un tiroir fermé à clé. Manon n'en avait plus besoin, car elle avait compris quelque chose d'essentiel. Parfois la vérité fait mal et détruit tout sur son passage. Mais le mensonge tue à petit feu et empoisonne l'âme. Elle avait choisi la douleur temporaire de la vérité plutôt que l'agonie permanente du mensonge. Et ce choix les avait sauvés tous les 2. Where should we go? Should we go to a different cave? Go to a different cave this time. I don't want to catch this Zoroa. I'm pretty sure they evolve into pretty cute, cool Pokemon. He's really Oh, level look at this guy. 16 too. Oh my god, you'd actually really like this one. Which one? Olive? I don't know, I've never seen this Pokemon before. What? Why does nobody want to get in this damn Pokeball? Like, what is your deal? Actually, what is your deal? He's only level 16 too, Like this, the little Dolliv, like she's kind of serving. I don't even- exactly bro, the I'm type just of gonna kill him Pokemon at this you like. point. He's actually pissing me off. And they're level 25. What is it though? What's it called? You have to come see it, Olive. I don't know, I've never seen it before. It's like that one that you like that you just caught recently. Hmm. This This right thingy? here. Oh my god, she's so cute! Wait, look at her little face. Yeah, she got a bang. She got the She's bang. so cute! I want her. She's gotta be a leaf type, right? Yeah, dang, you're breaking her neck right now. Am I? Oh. Your Pokemon's on her and her neck is just dislocated off. Bruh. Or should I keep hitting her with? I'd be getting too scared to like hit any of the other Pokemon with like. Oh, she can heal. Maybe I should hit her with like a stronger attack then. I wanna get my Kirlian. I gotta go freaking heal my Pokemon again now. Can't Wait. look for it. I don't know what to hit her with that's not gonna kill her. And she keeps healing.
And of course she escaped. Wait, did she dodge the attack? She woke up, what the hell? Bro, go to sleep. Okay, she's still sleeping. Maybe I'll just use a great ball. I'll just use a great ball. She's level 25, so. Okay, I got her. Nice. Let's go. Okay, you ready to go? Mm-hmm. You need to find a Pokemon you can fly, so then we can actually, like, I have to slow down for you, bro. Bruh. I mean, come on now. Kaya! Hi, Kaya! Miss you! Thank you for the subby. How are you, Stinkabutt? Olive. It's a boy. I thought it was a girl.